Bonjour à toutes et à tous. Gouvernement d'union, gouvernement de transition, gouvernement de technocrates. Les appellations ne manquent pas pour désigner le nouveau gouvernement palestinien intronisé la semaine dernière. La concrétisation de l'accord de réconciliation entre les deux organisations palestiniennes, le Fatah de Mahmoud Abbas et les islamistes du Hamas au pouvoir à Gaza jusque-là. Et c'est précisément le soutien du Hamas qui a incité le gouvernement israélien à boycotter ce nouveau cabinet palestinien et à appeler la communauté internationale à en faire de même, sans succès, puisque les Américains et les Européens, entre autres, ont annoncé qu'ils coopéreront avec le nouvel exécutif palestinien. L'attitude d'Israël est-elle malgré tout justifiée étant donné l'extrémisme du Hamas et son refus de renoncer au terrorisme? 3 journalistes pour en débattre dans ce nouveau numéro de Tout est dans la presse. Myriam Shermer, journaliste indépendante et éditorialiste au Times of Israel. Stéphane Amar, correspondant dans la région de BFM TV. Marius Shatner, écrivain et ancien correspondant de presse. Merci à tous les trois. Un petit rappel des faits en images signé Alexandre Leduc et on se retrouve tout de suite après pour le débat. Suite à l'accord de réconciliation le 23 avril dernier signé entre le Fatah et le Hamas, le nouveau gouvernement palestinien d'union nationale a été intronisé à Ramallah. Composé de technocrates et ne comptant dans ses rangs aucun membre du Hamas, ce nouveau gouvernement met fin officiellement à la division palestinienne. Dans la bande de Gaza, les ministres du Hamas du gouvernement d'Ismaël Haniyeh passent volontairement le pouvoir au ministre fraîchement nommé, une scène impensable il y a encore quelques semaines. Et malgré les mises en garde du Premier ministre israélien, les États-Unis ont immédiatement reconnu le gouvernement d'union. Une décision très mal accueillie à Jérusalem et ressentie comme une trahison. Nous travaillerons avec ce gouvernement comme nous devons le faire, de façon appropriée. Nous l'observerons de très près, comme nous l'avons dit dès le premier jour, afin de nous assurer qu'il n'empiète pas sur les principes qu'il s'est lui-même fixés. Mahmoud Abbas a donc réussi à renouer les liens avec le mouvement islamiste sans se mettre à dos la communauté internationale. Un tour de force, un pari même, dont on ne connaîtra les retombées politiques qu'à l'issue des élections législatives palestiniennes qui seront organisées avant la fin de l'année 2014. Myriam Shermer, je m'adresse à vous, honneur aux nouvelles venues dans l'émission. Myriam, Israël encore une fois isolé puisque l'ensemble de la communauté internationale, États-Unis, Union européenne, même les pays sur lesquels pouvait compter peut-être Israël comme l'Inde, qui vient de se doter d'un gouvernement très pro-israélien, eh bien, ont reconnu ce nouveau gouvernement palestinien en dépit des appels au boycott d'Israël. Oui, alors je pense d'une part que l'attitude israélienne n'est pas encore totalement déterminée, c'est-à-dire que le gouvernement a fait savoir qu'il ne coopérera pas avec ce nouveau gouvernement palestinien, mais toujours est-il qu'il y a des gestes symboliques comme aujourd'hui le président Abbas et le président Pérez qui sont ensemble au Vatican à l'invitation du pape. Aux grandes dames de Benjamin Netanyahu. Le président est parti avec l'autorisation du gouvernement et que cette semaine, il y a une commission gouvernementale qui va être dirigée par le Premier ministre pour décider d'une attitude et d'une marche à suivre dans les mois qui viennent. Donc je pense qu'effectivement, il y a eu un appel à ne pas coopérer, mais qu'on ne sait pas encore quelles vont être les prochaines étapes du gouvernement. Il y a beaucoup d'éléments dans le gouvernement israélien aujourd'hui qui appellent quand même à négocier, donc on ne sait pas encore exactement. Il y a eu autre chose. Il n'y a pas eu qu'un appel. Il y a une relance encore de la colonisation qui a soulevé des protestations dans les implantations. Oui, ce qu'on appelle l'installation de colons juifs dans les territoires occupés depuis 1967. Mais essentiellement dans les grands blocs d'implantation qui devraient revenir à Israël, et même dans les plans de paix élaborés et imaginés par la gauche israélienne. Oui, mais ça doit être négocié. C'est-à-dire ce qui est fait, c'est encore une fois cracher sur la communauté internationale. Vous y allez un peu fort là, peut-être cracher sur la communauté internationale. Je reprends ce qu'a dit le ministre du Logement. Il a dit la communauté internationale nous crache dessus. Alors je réplique. Eh bien, Israël fait la même chose. Peut-être qu'Israël peut s'estimer en quelque sorte trahi parce que c'est un mouvement qui indique très clairement dans sa charte qu'il est en faveur de la destruction de l'État d'Israël, qui n'a pas renoncé à son jusqu'au boutisme idéologique, à son fondamentalisme religieux et à ses méthodes d'action terroriste, qui fait partie tout à fait officiellement, ou qui soutient tout à fait officiellement le nouveau cabinet palestinien. Qui soutient, mais vous avez d'une part, Israël ne négocie pas avec le gouvernement, Israël négocie avec l'OLP. D'ailleurs, ne négocie pas parce qu'il y a un échec total des négociations. Donc c'est pas le partenaire d'Israël n'est pas le Hamas, c'est un gouvernement de technocrates. Et d'autre part, si on regarde du côté palestinien, effectivement, il y a des forces qui refusent un accord de paix. Je crois qu'il y a des forces immenses au sein du gouvernement israélien qui sont complètement opposées à un accord de paix et qui veulent la continuation de cette situation d'apartheid en Cisjordanie.
situation d'apartheid, Israël qui crache sur la communauté internationale. Marius, il y a eu des mots très durs. Marius, il a ses obsessions, on sait bien. Ah oui, c'est une obsession personnelle. C'est personnel. Non, je veux dire, parce que c'est vraiment un truc personnel. Je ne sais pas bien ce que ça a à faire là-dedans. Effectivement, il y a un accord interne aux Palestiniens auquel je ne crois pas du tout, par ailleurs. C'est un gouvernement technocrate extrêmement fade qui a été formé. Il y a des différences idéologiques au moins aussi énormes qu'entre Israël et les Palestiniens, entre les Palestiniens eux-mêmes, puisque les islamistes du Hamas, pour reprendre votre expression, crachent ou même vomissent sur les gens du Fatah. Il y a eu des massacres terribles qui se sont produits en 2007 lors du putsch du Fatah, finalement, puisque le Hamas avait gagné légitimement les élections. Et à ce moment-là, et c'est là qu'il y a une vraie hypocrisie quand même de la communauté internationale, parce que la communauté internationale avait refusé de reconnaître finalement ce résultat parfaitement démocratique palestinien. Elle n'avait pas voulu reconnaître ce gouvernement du Hamas. Il faut reconnaître. Il y a donc ce schisme. Maintenant, on le reconnaît 7 ans plus tard. Donc il y a un schisme qui est énorme et qui n'a pas été résorbé. Il y a des rancœurs terribles. Donc je pense qu'il n'y aura pas du tout d'union. Il y aura au contraire, je pense, une victoire une nouvelle fois des islamistes cette année. On a tout de même un Hamas qui est considérablement affaibli pour tout un tas de facteurs géopolitiques qui font qu'aujourd'hui il n'est plus ce qu'il était il y a quelques années. Est-ce que ce n'est pas une opportunité, justement ? Je pense que le Hamas a parfaitement assis son pouvoir sur la bande de Gaza, puisqu'il a réussi finalement à pacifier cette guerre civile. Il n'y a plus du tout d'insécurité ou de guerre de faction à l'intérieur de Gaza. Il a des soutiens à l'étranger qui sont extrêmement forts, à commencer par le Qatar, qui finance à coût de milliards de pétrodollars les infrastructures palestiniennes. Et je vois très mal comment le Fatah va reprendre la main finalement sur Gaza. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat ? Oui, moi je suis d'accord. Je pense que ce gouvernement de technocrates, comme on a cessé de l'appeler, je pense que c'est de la poudre aux yeux. On a entendu Ismaël Haniyeh, donc le chef du Hamas, discourir ce vendredi, devant le peuple de Gaza en disant « Nous continuons notre lutte armée contre Israël ». Donc je ne vois pas ce que... C'est peut-être un effet d'annonce, quoi. Non, mais il faut quand même être très clair. Il y a des effets très concrets. Par exemple, depuis, je veux dire concrètement... en quoi se manifeste un exemple très concret. Où sont les forces de l'ordre de l'autorité palestinienne, aujourd'hui, n'ont plus les moyens de contrer les activités du Hamas dans les territoires du tout. À partir du moment où il y a un accord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, les forces de l'ordre contraient les activités terroristes, travaillaient avec les... Quand même, au lendemain ou surlendemain de l'établissement de ce gouvernement, on a entendu à nouveau que des militants du Hamas étaient interpellés par les forces de sécurité de l'autorité palestinienne. Il y a eu des heurts pour des raisons de salaire. Les salaires n'ont pas été versés aux fonctionnaires de Gaza, il y a eu des heurts. Mais très concrètement, aujourd'hui, les forces de l'ordre de l'autorité palestinienne, du président Abbas, de l'OLP, travaillent main dans la main avec les brigades Al-Qassam. C'est ce que ça veut dire. Ils travaillent main dans la main aussi avec Israël. Justement, et c'est bien pour ça qu'Israël ne peut pas se mettre dans une situation pareille. Mais la coopération sécuritaire, elle, reste ce qu'elle est. C'est un scoop formidable, là. Parce que moi, j'écoute des responsables sécuritaires israéliens. Non, des responsables sécuritaires israéliens disent le contraire. Alors d'où est-ce que vous avez ça ? Donnez-moi qui, du point de vue de la sécurité israélienne ? Le correspondant de la télévision. L'a très clairement dit, ce n'est pas un scoop, c'est un travail. Les brigades El-Qassam, c'est quand même qui sont responsables d'attentats, de la détention de Gilad Shalit, de tirs de missiles régulés. Il s'agit d'un mouvement terroriste reconnu par la France, par l'Europe, par les États-Unis, par l'Angleterre, par tout le monde. Le fait de dire ils ne sont pas au gouvernement, moi je pense que c'est un tour de passe-passe, c'est de la poudre aux yeux. Et les fameuses élections dont on nous parle, pour rappel, les dernières élections qui ont eu lieu dans les territoires datent de 2006. Les Palestiniens n'ont pas un très bon record démocratique à ce jour. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un espèce de double langage aussi du point de vue d'Israël ? Parce que d'un côté, il y a ce boycott total, et de l'autre côté, encore une fois, une question que je pose à tous les trois, la coopération sécuritaire, elle fonctionne encore et elle est apparemment l'intérêt commun tout à la fois de l'autorité palestinienne, même si le Hamas s'est rapproché du Fatah et d'Israël. Mais il y a une confusion, c'est-à-dire il y a une confusion entre la paix avec des adversaires et un accord de non-belligérance ou un cessez-le-feu. Il y a, par exemple, en Israël, des gens pas du tout de gauche, comme Ephraim Halevi, comme des gens des anciens du Mossad, qui pensent qu'on peut, avec le Hamas à Gaza, aboutir à un modus vivendi. Ça ne veut pas dire qu'on va s'aimer, mais ça veut dire qu'eux n'ont pas intérêt à tirer des roquettes et Israël n'a aucun intérêt à revenir à Gaza. Ils n'ont pas intérêt à tirer des roquettes ces dernières années, ils le font quand même. Non, pas massivement, beaucoup moins qu'avant. Et alors, c'est une bonne situation. On ne peut pas toujours dire, c'est pas noir et blanc, mais il est évident, mais n'importe quel spécialiste, peut-être pas René Daniel, excusez-moi, mais vous dira que le Hamas à Gaza
pour ces raisons, pas du tout, comme on dit à Avat Israël, restreint la lutte armée. Maintenant, qui reste fidèle à son idéologie. C'est quand même une solution. Demain, les circonstances peuvent changer, le Hamas doit retourner à son... Mais en Israël, on a des partis politiques qui, noir sur blanc, disent que toute la terre d'Israël nous appartient, qui sont complètement opposés. Moins violentes que celle du Hamas. Ils n'ont pas besoin. On a une armée formidable, on a un État, eux n'en ont pas. Mais quel rapport? Et dans le passé, ils l'ont fait. Je regrette, le terrorisme n'est pas une invention palestinienne. Là où c'est pas une invention. C'est qu'effectivement, il y a une espèce de clarté et d'honnêteté du Hamas, c'est que ses objectifs sont très clairs. C'est toute la Palestine. Et les objectifs d'Israël, effectivement, en tout cas de ce gouvernement, sont également tout Eretz Israël ou toute la Palestine. C'est pas ce que dit Benjamin Netanyahou qui se prononce officiellement en faveur de deux États. Mais je vous interromps, sans Jérusalem comme capitale, sans retour des réfugiés. On va un petit peu prendre connaissance de ce qui s'est écrit dans la presse israélienne à ce sujet cette semaine avec un éditorial signé Shiloh Rosenberg dans le Maariv. Netanyahou a raison, le gouvernement d'union palestinien est très mauvais pour Israël. Le problème, c'est que le Premier ministre et ses proches conseillers n'ont pas pris la mesure de l'erreur stratégique qu'ils ont commise en laissant la main à Mahmoud Abbas alors qu'Israël est sans cesse sur la défensive. Lorsque l'on sait que les États-Unis et l'Europe s'apprêtent à collaborer avec le nouveau cabinet palestinien, on est en droit de se poser des questions sur la sagesse politique et diplomatique du gouvernement israélien. Stéphane Amar, est-ce que, encore une fois, Benjamin Netanyahou, et d'ailleurs, on sait que Benjamin Netanyahou et son cabinet ont été surpris par la rapidité avec laquelle les États-Unis ont reconnu ce gouvernement. Est-ce qu'il n'y a pas là une erreur assez grave de la part de Netanyahou? Je pense qu'il y a effectivement une erreur d'appréciation. Netanyahou a été surpris, c'est évident. Maintenant, qu'est-ce que ça va changer concrètement sur le terrain? Encore une fois, je ne pense pas grand-chose. On parle d'isolement international. Peut-être que ça va accélérer les choses dans cette direction. C'est absolument impossible. Il y a des intérêts stratégiques extrêmement étroits entre Israël et les États-Unis, des intérêts militaires, il y a des projets qui sont menés ensemble, il y a des intérêts économiques très forts. Israël, ne serait-ce que par la high-tech, a des relations avec le monde entier, a des relations... Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a 4,5 millions de touristes en Israël, c'est en nombre croissant chaque année. Donc quand on parle d'isolement international, il y a une croissance exponentielle. Pas oublier aussi l'Australie qui a récemment, cette semaine, déclaré que Jérusalem-Est n'utilisait plus le terme occupé pour Jérusalem-Est. C'est-à-dire qu'on a aussi des mouvements dans l'autre sens. Un autre exemple d'extra-éditorial paru cette semaine, c'est dans le Israël Hayom, le quotidien proche du gouvernement d'Anne Margalit. Israël doit condamner et pas se tenter à l'heure actuelle. Il suffit de condamner le gouvernement palestinien auquel participe le Hamas et de proclamer que les négociations ne peuvent se poursuivre qu'avec Abou Mazen ou Mahmoud Abbas. Je voudrais rebondir. Est-ce qu'on peut poursuivre les négociations? Est-ce qu'il y a une chance aussi minime peut-être de retour à la table des négociations? Je crois que pour aller par-delà la question, nous ne sommes pas, franchement... Toutes les personnes qui sont ici, et moi y compris, nous ne sommes pas des grands spécialistes de ce qui se passe interne entre le Hamas. Non, franchement, et effectivement, je veux dire, je ne veux pas prévoir quel sera l'avenir de ce gouvernement. Mais il y a une chose que je peux vous prévoir, et c'est évident, maintenant, quel que soit l'avis qu'on a, c'est Israël est de plus en plus isolé. Je veux dire, je me rappelle le débat qu'on a eu ici sur l'Iran. Ça dépend de quoi on oui, parle. Vous avez un Premier ministre, vous avez en Australie, et vous avez un article qui est d'ailleurs mal cité du New York Times. Mais si vous regardez la ligne générale, vous regardez ce qui s'est passé avec l'Iran, c'est extrêmement caractéristique. Et ce qui est pire, c'est qu'Israël n'énerve même pas, les gens s'en foutent, ça ne les intéresse pas. Non, ils s'en foutent parce que Netanyahou n'est pas pris au sérieux. Je veux dire, c'est ça qui profite. Mais alors, qu'est-ce qu'il est censé faire? Il est censé jouer le jeu des administrations occidentales pour être de nouveau pris au sérieux? C'est ça que vous préconisez? Il est censé ne pas tenir un double langage, ne pas dire... Nous, dont d'ailleurs on a parlé il y a quelques instants, ne pas dire d'un côté nous sommes pour deux États et de l'autre tout faire pour qu'il n'y ait qu'un seul État, mais sans égalité des droits. Là-dessus, je suis entièrement d'accord. Il y a une ambiguïté dans le discours, dans l'idéologie israélienne qui est dévastateur en termes de retombées médiatiques, finalement, en termes d'opinion internationale, puisque les gens ne comprennent pas. Il n'y a rien de visible. C'est déclaré pour le principe des deux États pour les États. C'est très bien, si vous me passez l'expression, c'est de la foutaise, puisque d'un côté, il dit ça, et de l'autre côté, il dit on ne divisera jamais Jérusalem, alors qu'il sait que les Palestiniens n'accepteront jamais un accord sans Jérusalem. Il n'acceptera jamais le retour des réfugiés, alors que les Palestiniens ne signeront jamais un accord sans le retour des réfugiés. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Là-dessus, sur la question des réfugiés, la position palestinienne n'est pas celle-là. Mais les Palestiniens dans leur ensemble, Hamas compris. Donc on sait très bien qu'il n'y aura jamais d'accord du côté palestinien. Donc finalement, au fond, finalement, ce que veut Netanyahou, c'est une autonomie palestinienne comme elle existe actuellement, qui soit entérinée, c'est-à-dire une mainmise sur quelques territoires autour des grandes villes palestiniennes, un peu autour de ce qui avait été dessiné autour. Il n'y a aucune volonté d'un État palestinien. Et pas d'armée également. Et Myriam, peut-être que vous aimeriez vous exprimer sur ce qui pourrait se passer maintenant, parce qu'un retour à la table des négociations est de
moins en moins plausible. Oui. On va vers quoi? Vers une épreuve de force, vers des initiatives unilatérales de Palestiniens à l'ONU, vers un isolement croissant, comme a dit Marius Schattner, d'Israël? Il est tout à fait possible aussi qu'on va vers un démantèlement du gouvernement. On a quand même des éléments assez importants dans le De quel gouvernement vous parlez? gouvernement israélien. Il y a des éléments assez importants dans le gouvernement C'est vrai. israélien. Tzipi Livni n'a aucune raison d'être dans un gouvernement qui ne négocie pas. C'était quand même sa carte d'entrée. Yair Lapid a menacé de faire la même chose. Alors, entre des menaces politiques et la réalité, il y a parfois un pas, mais il est tout à fait possible qu'on aille à des élections plus vite que prévu, déjà d'une part. Et après, il faut effectivement observer ce que feront les Palestiniens. On nous promet des élections pour janvier, c'est à voir. Janvier, c'est maintenant, c'est dans 6 mois, c'est à voir. Moi, je veux poser un tout petit Très problème. rapidement. Très bon. Je veux dire, c'est l'exemple de Jérusalem-Est. Le gouvernement laisse entendre que les Palestiniens de Jérusalem-Est ne pourront pas voter aux élections palestiniennes. Or, ils ne peuvent pas voter aux élections israéliennes. Pour qui pourraient-ils voter? On est obligé de mettre un terme à l'émission, puisque le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Tout est dans la presse. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Lire la presse en ligne et sur papier aussi, car elle existe encore. Et regardez i24 News à la semaine prochaine. C'est gentil.